Bienvenue à tous au 9e épisode de la sauce Bitcoin. C'est un épisode un peu spécial parce que j'accueille le vice-président exécutif de Bull Bitcoin, soit Gustavo Flores Echez. Pour ceux qui me connaissent un peu plus personnellement, Gustavo est avant tout un de mes meilleurs amis que je connais depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est avec lui que j'ai commencé à investir dans le Bitcoin. Ça fait plusieurs années maintenant. Donc, ça fait plusieurs années qu'on progresse ensemble, notamment à travers Verify, MiningX et d'autres collègues également. Et maintenant, on travaille ensemble chez Bull Bitcoin, puis on continue à faire grandir la mission du Bitcoin au Canada et un peu partout à travers la planète. Donc, c'est un épisode spécial parce que je côtoie évidemment Gustavo au travail à tous les jours. Donc, il y avait un petit médium d'extrait entre nous à cause du podcast, mais je pense que ça s'est très bien déroulé. On est allé plus dans les détails de Bitcoin Support, qui est le service d'assistance d'installation et de gestion de portefeuille que Bull Bitcoin a lancé en décembre. On rentre vraiment dans les détails techniques. Vous allez voir que Gustavo a un grand savoir technique Bitcoin et surtout au niveau de la sécurité. Donc pour ceux qui veulent vraiment en apprendre plus sur leur sécurité Bitcoin et pourquoi on a fait les décisions pourquoi on a pris les décisions qu'on a prises pour le produit en tant que tel, c'est un parfait épisode pour vous. Donc bonne écoute et j'espère que vous allez aimer. Bienvenue au 9e épisode de la sauce Bitcoin, le podcast officiel de Bull Bitcoin. Aujourd'hui, avec moi, j'ai un compatriote de Bull Bitcoin également, le vice-président, soit Gustavo Flores Echez. Salut Gustavo, on est des amis de longue date également. Ça va être un beau épisode, je crois. Comment ça va? Salut, Mathieu, ça va bien et toi? Salut, ça va super bien, merci. Donc, pour commencer, on se parle tous les jours, donc c'est un peu bizarre de faire ça sur un podcast. Ça rajoute un médium entre nous, mais peut-être une question facile. Comment se déroule ta vie au Mexique présentement et comment tu te sens depuis que tu as quitté ta terre natale, pas ta terre natale, mais ta terre d'adoption, le Québec? Ça se passe très bien. Honnêtement, je regrette aucunement ma décision. Et plus le temps passe, en fait, plus je remercie au destin de m'avoir fait prendre cette décision. Tu sais. Je suis très heureux ici, pas de restrictions comme au Québec. La bonne météo, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, vu qu'on est dans le centre du pays. Ça descend quand même à 5 degrés la nuit, euh, et ça remonte à 25 durant le jour. C'est une température que j'aime bien, c'est un climat sec, les gens sont gentils, les filles sont belles, quoi de plus? Évidemment. Et j'espère que ça va se dérouler bien pour la suite. On va sauter dans le vif du sujet. Donc, je t'ai invité aujourd'hui principalement parce que tout récemment, Bull Bitcoin vient de lancer un site complet qui s'appelle bitcoinsupport.com, qui est un site qui est destiné à aider les gens à faire de l'autogarde, soit du self-custody de leur Bitcoin. Et tout ça, c'est une grande histoire qui a débuté par le fait que nous, on avait formé une compagnie qui s'appelait Verify dans le passé, qui aidait beaucoup les gens à sécuriser. Euh, pour faire un petit rappel dans le fond, puis mettre du contexte dans la situation, est-ce que tu peux raconter justement comment on a commencé Verify, comment on s'est formé, comment notre relation avec Bull Bitcoin a commencé pour ensuite se faire acquérir et maintenant on travaille chez Bull Bitcoin à temps plein. Donc, si tu pourrais faire un petit aperçu de cette histoire-là pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Sans doute. Ben, juste dire que dans le premier épisode de la sauce Bitcoin, euh, on parle de ça. On parle, toi et moi parlons de ça. Donc, si les gens veulent écouter le premier épisode, il y a une bonne introduction sur notre histoire. Mais là, je vais le décrire de manière brève. Tu sais. Donc, Verify a commencé suite à une autre startup qu'on avait fondée, nous deux, puis Tristan Borges-Soary, et un autre de nos amis qui s'appelle Malik Tahir. Lui, il a décidé de ne pas se joindre à nous, mais nous trois avons continué et on a fondé Verify. On a fondé Verify avec, dans le fond, la vision qu'on était fasciné par le Bitcoin et on voulait en apprendre plus. Donc, Verify a vraiment commencé juste comme un centre de recherche, appelons-le comme ça, où est-ce qu'on publiait des articles,
on faisait des vidéos, on faisait des rencontres physiques, des meet-ups à Montréal, et puis on partageait de l'information en ligne. On a commencé à faire ça, on a eu un peu de traction, comme on dit en anglais, et on a vite compris qu'on pouvait aider les autres personnes à mieux comprendre le Bitcoin ou appliquer les informations qu'on savait dans le Bitcoin. On a eu un client qui nous demandait des rapports d'informations sur le Bitcoin, par exemple. Faites-moi un rapport sur tout ce qui est anonymat dans le Bitcoin, faites-moi un rapport sur le Lightning, évaluer cette conférence, dites-moi les points importants. Donc ça, c'était comme le premier activité commerciale de Verify, de la consultation pour les investisseurs. Mais rapidement aussi, du monde nous demandait pour de l'aide dans l'autogarde de leur Bitcoin, puis l'anonymat de leur Bitcoin aussi pour être plus sécuritaire et privé. Donc, rapidement, on a commencé à juste faire affaire avec plusieurs clients à Montréal et dans le reste du Québec. Puis ça, c'était l'année 2020-2021. Non, 2019 et 2020. Ensuite, on a étendu Verify à être aussi un échange de Bitcoin. On faisait déjà du OTC, du over-the-counter, puis on a décidé de créer une plateforme et devenir un échange Bitcoin. Donc, arriva 2021 et on avait un échange Bitcoin et on avait de la clientèle avec ça. On avait de la clientèle avec les services de sécurité dans l'autogarde de Bitcoin. Et puis, la conversation commençait avec Bull Bitcoin de peut-être on devrait joindre force, vu qu'on était déjà en train de collaborer sur plusieurs fronts. Par exemple, le premier front dans lequel on collaborait, ben, nous, étant un échange, on obtenait notre liquidité de Bull Bitcoin. Un autre front dans lequel on collaborait, c'est les clients Bull Bitcoin, étant donné qu'ils utilisent un échange qui fait de la livraison immédiate de Bitcoin, ben, ils avaient besoin de sécurité, ben, d'une configuration d'autogarde de leur Bitcoin sécuritaire. Et donc, nous avons aidé plusieurs clients de Bitcoin avec ça. Donc, il y avait déjà une synergie qui se formait et de la collaboration qui se faisait. Donc, c'était juste naturel qu'on se dise qu'on devrait joindre nos forces. Donc, Bitcoin acheta Verify le 16 août 2021, le jour même du début d'un événement qu'on a appelé l'été Bitcoin ou Bitcoin Summer 2021, où est-ce qu'on a organisé plusieurs fêtes, plusieurs événements, des cours en personne, des workshops, des ateliers, et puis des dizaines de personnes se joignent aux cours et des centaines de personnes se sont jointes aux fêtes. Donc, le Bitcoin Summer a commencé, notre semaine complète de Bitcoin Summer a commencé avec l'annoncement de Bull Bitcoin qui, qui a fait l'acquisition de Verify. Donc, ça, c'est à peu près l'histoire jusqu'à temps qu'on est arrivé à l'acquisition de Verify. Moi, je t'avoue, je suis très nostalgique du Bitcoin Summer. Je me rappelle des barbecues puis des shows de DJ improvisés dans les parcs avec la police qui débarque. C'était très le fun. Ça a permis je pense que ça a donné beaucoup d'espoir à certaines personnes qui restent des gens normaux et des gens sains d'esprit qui sont capables de discuter entre eux de plusieurs idées, dont le Bitcoin, de la liberté. Donc, je me rappelle de ça. C'était un bon souvenir. Espérons peut-être. Je ne veux pas jinx quoi que ce soit, mais peut-être si on revient cet été à Montréal pour un petit passage, on pourra faire. On verra de la situation. On espère. Donc, oui, Bull Bitcoin donc, acquis Verified, puis a grandi considérablement depuis. Donc, je pense que dans ce temps-là, c'était passé d'un effectif de 6 personnes. Là, on est rendu pratiquement 20. Et toi, tu joues un rôle assez important dans cette nouvelle formation, cette croissance. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense qu'ils vont rapidement réaliser que tu as un grand savoir au niveau du Bitcoin, du business en général, de l'organisation. Donc, toi, tu es vice-président de Bull Bitcoin. Est-ce que tu peux un peu résumer c'est quoi ton rôle chez Bull Bitcoin? C'est quoi que tu as fait dans les derniers mois? Comment tu te sens dans cette nouvelle position? Puis, c'est ça. Oui, donc tout d'abord, mon titre, c'est vice-président exécutif, juste pour faire la différence tu sais, dans une compagnie, il peut y avoir plusieurs vice-présidents.
vice-président exécutif dans le sens que il y a un rôle exécutif associé à ça. Donc, mon rôle chez Beau Bitcoin maintenant, c'est surtout la gestion de projet, la gestion de nouveaux projets. Étant donné que les opérations actuelles se gèrent seules, moi, je suis en charge de gérer les projets, que ce soit au niveau du produit, des nouveaux produits, comme Bitcoin Support, par exemple, des lancements de futurs produits, des lancements de projets marketing, et ainsi de suite. Aussi l'administration en général de la compagnie. Donc, beaucoup d'administration à ce point-ci. Tu sais, j'ai commencé ma carrière en analyse comme de recherche et aussi en développement, tu sais, en code. Mais rapidement, j'ai juste plus eu le temps de faire des trucs plus pratiques, tu sais, puis euh, plus, plus euh, low level. J'ai dû me concentrer sur le high level, sur la gestion. Donc, par exemple, chez Bitcoin Support, c'était moi qui étais chargé de projet de Bitcoin Support, du release, de travailler avec les développeurs, de travailler avec les designers, de travailler avec l'équipe marketing et de joindre toutes les forces. Puis là, on a plusieurs autres projets dans lesquels on travaille que je ne peux pas partager à 100%, mais qui vont sortir dans les semaines à venir, dans les mois à venir et que euh, définitivement la communauté, notre clientèle va en bénéficier beaucoup. Donc, c'est ça. Dans un certain sens, Francis étant le PDG de la compagnie, je suis un peu comme le bras droit à Francis. Super, merci. Je suis curieux comment, je me rappelle, chez Verify, tu codais notamment activement. Donc, tu as une connaissance technique en plus d'avoir des skills organisationnels. Comment ça t'aide maintenant, considérant que Bitcoin a une structure technique très avancée dans le back-end, dans le derrière de la chose. Donc, il y a Cyphernode qui est un programme très puissant qui fait en sorte que Bull Bitcoin marche à merveille. Et souvent, des fois, il y a des échanges qui vont planter quand il y a beaucoup d'activités, mais nous, on reste très habile à exécuter les transactions de nos clients. Est-ce que tu trouves que ce background technique t'aide à gérer les projets maintenant en considérant que c'est assez technique ce qu'on fait là? Ben, juste pour clarifier, je suis pas. Les projets qui existaient déjà chez Bullbitcoin avant qu'on arrive, je ne les gère pas, ils se gèrent tout seuls. Les employés de Bullbitcoin sont capables de les gérer. Par exemple, Cyphernode, qui est développé par Kexkey, euh, tu sais, Kexkey, il se gère tout seul, tu sais, il gère le projet tout seul. Donc, puis du même côté pour l'application Bullbitcoin qui est en production en ce moment, tu sais, sur bullbitcoin.com. C'est une stack en JavaScript Meteor. C'est pas quelque chose que j'ai nécessairement étudié, tu sais, que j'ai pas besoin de savoir les détails. Les développeurs qui travaillent déjà chez Bullbitcoin le gèrent aussi, tu sais. Mon rôle, c'est surtout la gestion des nouveaux projets, des nouvelles stacks technologiques. Tu sais, parce que tu veux rarement, tu sais, un projet qui est déjà en production sur des stacks particuliers, il a 1000 détails, il a 1000 logiques, il y a une 1000 raisons de sa logique. Et tu ne veux pas nécessairement, tu sais, que ramener quelqu'un puis lui apprendre tout, tu sais, c'est un long travail de training, tu sais. Fait que moi, je suis concentré sur les nouveaux projets sur lesquels on construit. Mais définitivement qu'il faut tu sais, avoir une vision globale des différentes composantes qui se retrouvent dans notre stack technologique. Tu sais. Donc, oui, j'ai la vision globale et tu sais, ça m'aide à prendre des meilleures décisions pour le travail qu'on est en train de construire pour le futur. Mais je ne suis pas en charge directement de gérer les projets qui sont déjà gérés par les employés actuels. Tu sais. Ça, c'est une chose. Puis, euh, au niveau du code, ben, disons, pour élargir un peu ta question, genre comment un background technologique t'aide dans un travail de gestion, tu sais, je suis plus involved, je suis plus dans les détails, tu sais, mais je suis encore, tu sais, ça m'aide quand même à comprendre, tu sais, surtout quand je parle avec les autres personnes dans l'équipe, tu sais, les personnes du côté marketing ou du côté des opérations, tu sais, c'est comme, j'ai la vision technique, je peux leur dire tout de suite comme, regarde, ce que tu penses qu'il prend une seconde à faire, prend 3 semaines, ce que tu penses
qui prend 3 semaines à faire prend 5 minutes, tu comprends? Fait que c'est une question d'organiser le temps et organiser tes ressources de manière efficace. C'est une question de pouvoir communiquer dans la même langue avec les développeurs, de pouvoir comprendre les différentes composantes des projets que tu veux construire. Souvent, les gens qui ne sont pas techniques ont une idée d'un produit, d'une application, et ils ont l'idée, par exemple, de l'app mobile, puis ils pensent que c'est juste l'app mobile. Mais c'est souvent du code côté serveur, c'est des intégrations avec d'autres plateformes, c'est du testing, c'est des environnements staging et, euh, et production, c'est ce qu'on appelle du DevOps. Il y a des dizaines de composantes différentes dans un projet technologique qui sont, qui sont souvent sous-estimées ou juste pas considérées par les gens qui n'ont pas de background technique. Donc, c'est ça que avoir un background technique aide à comprendre. Super. Je pense que Bull Bitcoin, il y a quand même une proportion significative de la compagnie qui est dédiée justement à coder, puis plus d'un point de vue technique. Donc, l'équipe de marketing est relativement petite par rapport à tout le reste. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de philosophie de développement de compagnie? Est-ce que c'est la stratégie à avoir selon toi? Ben, j'ai aucun doute sur la stratégie à avoir. En fait, je trouve que la proportion pourrait être encore plus grande. Je trouve qu'il pourrait y avoir encore plus de développeurs euh, et par rapport au reste de l'équipe. Euh, c'est définitivement la façon de voir les choses. Ben, en fait, en même temps, tu ne veux pas avoir nécessairement trop de monde. Je pense que nous, on est assez bien pensés, pour être honnête. Je pense que quand les processus sont plus établis et mis en marche, là, tu peux commencer à scale et ajouter du monde. Mais définitivement, c'est que les développeurs sont des personnes qui sont très habiles, qui sont capables d'analyser les problèmes de manière très mathématique et très rationnelle, c'est une bonne façon de voir les choses. Puis aussi, euh, les développeurs sont extrêmement... le travail de développement et de produit va simplifier la vie de toutes les autres. Tu pourrais, par exemple, je te donne un exemple, tu pourrais engager plein de personnes en opération et faire du travail manuel. Ou tu pourrais engager des développeurs, automatiser plusieurs questions et plutôt que 4 personnes en opération, juste en avoir besoin d'une. Donc, ça, c'est, par exemple, comment réduire ton besoin de ressources en opération et en augmentant tes ressources en développement et produits. Du côté marketing, c'est similaire. Définitivement, tu as besoin de monde en marketing, mais si mieux ton produit est construit, mieux ta technologie est faite, plus résiliente qu'elle est, ben, moins que tu as besoin de monde dans les autres départements. Mais sans doute que, je pense que c'est la vision plus contemporaine. Là. Je pense que les compagnies sont de plus en plus construites sur cette approche de engineering first. euh, tu sais. Mais puis je pense que nous, on fait bien ça. Super. Avant de passer à Bitcoin Sport, parce que c'est quand même le but de ce podcast pour l'explorer, euh, est-ce que tu peux parler un peu des challenges que Bull Bitcoin a eu durant ces derniers mois? Évidemment, on est passé d'une relativement, ce qui est considéré comme une petite compagnie, donc en bas de 10 personnes. Là, on est comme plus qualifié en tant que medium company. On est quasiment 20 probablement, qu'on va grandir encore plus dans les prochains mois. Comment se fait le switch? Parce que à partir du moment qu'il y a une personne qui se rajoute dans une équipe de 20, ben là, tu as 21 possibles interactions additionnelles parce que chaque personne peut, tu sais, le nombre d'interactions, possibles liens entre les personnes se grandit exponentiellement. Comment gérer justement cet agrandissement de compagnie, passer d'une petite à une moyenne entreprise, disons? Mais tu sais, Et je pense comment, que c'est euh, une et comment question. tu vois, comment tu vous verrais éventuellement euh, si la croissance, que je crois qu'elle va continuer de manière significative également, comment on va passer d'une moyenne compagnie à une grande compagnie? Mais je pense que cette question serait mieux dirigée à Francis plutôt qu'à moi. Mais si je peux te partager un peu ce que je pense de ça, pour être honnête, moi, je n'étais juste pas là dans Bull Bitcoin quand Bull Bitcoin était une petite compagnie. Moi, j'ai joué à Bull Bitcoin quand on avait déjà grossi, quand toute l'équipe veut faire jouer en même temps. Mais il y avait quand même
une période de transition, d'intégration entre les deux équipes et entre les nouveaux membres. Euh, je dirais que ça s'est vraiment bien passé parce que, et la raison pourquoi ça s'est bien passé, selon moi, c'est parce qu'on partageait déjà tous à l'avance une culture, une vision des choses de manière un peu similaire, une vision sur le Bitcoin de manière similaire, une vision du monde de manière similaire, de la situation au Québec de manière similaire. Ce qui a fait en sorte que on a tout, puis on était déjà amis à la base, tous en nous, fait que je pense que l'intégration a vraiment bien eu lieu à cause de ça, à cause de notre amitié, notre vision partagée, notre, tu sais, le fait qu'on croyait dans nous tous. Chacun croit dans le travail des autres. Chacun est capable de voir la performance et la plus-value que chacun amène. Puis on croit tous à la vision à Francis, puis la stratégie globale de où est-ce qu'on s'en va et dans Bull Bitcoin. Donc, je pense ça, c'est bien passé. Tu vois, en développement, ça s'est particulièrement bien passé. Puis ça, c'est un challenge, en fait. Hein. On est vraiment chanceux d'avoir des très bonnes personnes en développement, parce que souvent, il y a des équipes en développement qui ne s'entendent pas du tout. On a une équipe qui s'entend bien, qui est capable de parler de manière rationnelle et procédurale. Euh, tu sais, ça ne se chauffe pas comme dans plusieurs autres compagnies. Puis je pense que la raison est, comme je reviens à ce que je dis, c'est qu'on partage une culture, une vision similaire, une amitié euh, entre la majorité de nous. Donc, il y a ça. Pour le futur, pour le grandissement du futur, sans doute que plus tu grossis, plus tu as besoin de structure, plus tu as besoin de processus, plus tu as besoin de, scale la culture, comme on dit des fois. Ça ne veut pas être juste tout le monde ensemble dans le même room, comme quand tu es six. On peut pas tous on va probablement pas tous être amis, mais si on est capable de bien transmettre cette vision et cette culture aux autres personnes qui se rejoindront à nous, je pense qu'on va réussir. Super, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai des grandes, pas espoirs, mais j'ai des grandes expectations. Désolé pour les anglicismes, là, mais c'est comme ça que ça marche maintenant de nos jours. Moi aussi, je pense que ça va bien marcher. Je pense en partageant un peu notre culture à tout le monde, les gens qu'on attire naturellement vont avoir cette vision partagée. Puis c'est n'importe qui rejoint nos rangs tranquillement. On l'engage non seulement sur les compétences, mais également sur cette vision partagée. Donc, je pense que ça va bien se passer. Bon, là, passons à Bitcoin Support. Avant de passer à Bitcoin Support, il faudrait juste bien identifier les challenges, les défis qu'on a en tant qu'échange non-custodial. Donc, si tu pourrais faire la distinction entre notre échange et, par exemple, tous les autres échanges canadiens pratiquement, et pourquoi on est si unique, même à travers le monde, on est vraiment l'échange non-custodial le plus significatif, je pense, au monde. Donc, si tu peux vraiment expliquer la différence entre un échange tel que Bull Bitcoin et toutes les autres, dans le fond, et vraiment dire c'est quoi les avantages pour les clients d'être sur notre plateforme comparativement à une autre. Sans doute. Donc, je pense que différents produits pour différentes clientèles, c'est la façon de voir les choses tout d'abord. Donc, il y a plusieurs personnes qui veulent pas se responsabiliser de leurs finances, ben, qui veulent pas prendre nécessairement responsabilité complète de leurs finances, de leurs propriétés, comme dans le cas de l'autogarde de Bitcoin. Donc, pour ces gens-là, il y a d'autres plateformes qui fonctionnent bien, qui offrent une bonne expérience utilisateur et qui leur permettent d'investir dans le Bitcoin comme ils veulent, avec une responsabilité limitée, avec des risques, selon moi, hein, mais avec une responsabilité limitée. Beau Bitcoin, par exemple, c'est pour les gens qui veulent une responsabilité complète. Et selon nous, ce morceau des gens va juste continuer à grossir. Comment ça? Parce que tu dois être
responsable de ton Bitcoin. Tu dois faire l'autogarde de tes Bitcoins. Tu dois te créer un portefeuille physique, pas physique, excuse-moi, soit virtuel ou physique, et tu dois prendre possession de tes Bitcoins à travers notre livraison immédiate des Bitcoins quand ils achètent. Donc, ça, c'est la première chose. Le Bull Bitcoin est une plateforme qui est très bien construite pour les gens qui veulent de l'autogarde de leur Bitcoin, une livraison immédiate de leur Bitcoin, ils veulent une protection au niveau du blockchain, au niveau de la vie privée. Donc, à travers du fait qu'on coinjoin tous nos bitcoins avant de les livrer aux clients, ça offre une protection à la vie privée additionnelle. Donc, puis aussi le fait tu peux faire du DCA, donc des achats récurrents à chaque heure, à chaque jour, à chaque semaine. Le fait que tu peux payer en Lightning ou en liquide. Le fait que tu peux utiliser plusieurs features avancées du Bitcoin. Donc, Bitcoin est une plateforme premium. Pas premium dans le sens que juste les gens qui ont de l'argent peuvent l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser. Dans le sens que ça offre un service euh, avancé. Puis avec des features que tu ne retrouves pas ailleurs, avec la responsabilisation du client mis en avant. Pourquoi on est tant concentré sur la responsabiliser nos clients? Pourquoi on a pris la route difficile, en d'autres mots? La raison, c'est qu'on croit fortement au fait que nous ne devons pas être un risque pour le client et pour son futur financier. On veut, si jamais Bull Bitcoin ferme ou se fait hacker ou on est malicieux puis on essaie de partir avec les fonds des gens, ben, tous les Bitcoins, on ne pourra pas les prendre parce qu'ils sont chez les gens. Les gens en ont pris possession. Par exemple, les autres plateformes, si elles se font hacker, leurs Bitcoins, ben, c'est les Bitcoins des gens, ce n'est pas les Bitcoins de la plateforme. Donc, ça, c'est la première chose. Mais bon, Bitcoin est aussi fait pour les gens qui veulent vendre du Bitcoin. Et en fait, du côté vente, bon, Bitcoin est extrêmement bien construit. Tu peux vendre du Bitcoin puis l'envoyer. Tu peux payer n'importe qui au Canada avec Bull Bitcoin, avec Bitcoin. Tu peux payer n'importe qui dans un compte de banque. Tu peux te payer toi-même dans ton compte de banque. Excuse-moi. Tu peux payer toi-même, tu peux payer n'importe quel autre compte de banque, tu peux payer n'importe quelle facture dans le pays. Il y a plusieurs autres façons et tu peux définitivement juste, tu peux être dans un autre pays et tu peux payer quelqu'un au Canada avec Bitcoin. Par exemple, on pense à des situations comme des étrangers qui envoient leurs enfants étudier au Canada, ben, euh, l'étudiant pourrait aller sur Bills puis créer une facture pour payer son université. Puis quelqu'un dans un autre pays pourrait payer cette facture Bitcoin. Il y a plusieurs utilisations à Bills et plusieurs features qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Bull Bitcoin est non seulement un échange Bitcoin, mais aussi une plateforme pour faire des paiements à n'importe qui au Canada en utilisant le Bitcoin. Merci. Donc, dans le fond, si on peut te parler beaucoup de Bull Bitcoin, les avantages, mais je tenais quand même à nommer comme les désavantages d'une structure custodial, donc de garde des autres échanges. Donc, il y a tout l'aspect de réserve fractionnelle. Donc, il y a beaucoup, les gens se font convaincre beaucoup d'investir dans le Bitcoin aussi avec cet aspect-là que les banques, l'argent n'est pas vraiment là, c'est juste un numéro qui est affiché sur ton compte, mais tu n'as pas vraiment de moyen de vérifier si réellement tes bitcoins ont été vraiment achetés, sont dédiés à un compte spécifique pour toi. Donc, tout le concept de proof of reserve, donc le fait que les échanges ne peuvent pas prouver qu'ils ont vraiment les réserves de Bitcoin qu'ils prétendent avoir pour les clients, tout ça, ben, en ayant une structure telle que Bull Bitcoin, on a tout simplement évité le problème au grand complet. C'est sûr que c'est la route plus difficile d'un point de vue technique parce que chaque fois qu'un client fait une action sur le site, que ce soit un achat ou une vente, ben, il y a réellement une transaction Bitcoin qui est effectuée on-chain. Donc, tous ces aspects négatifs d'un échange custodial, ben, on les évite. Mais bon, je trouve ça quand même curieux qu'au bout du compte, il n'y a personne pratiquement qui décide de prendre cette route-là, malgré que le Not Your Keys, Not Your Coin est répété constamment dans la communauté, mais il n'y a personne. Talk is cheap, right? Donc, c'est facile de parler, c'est plus difficile effectuer et construire. Donc, nous, on le fait pour de vrai. Donc, Exactement. évidemment, comme tu as dit, ça implique la responsabilisation. Donc, nos clients en tant que tels doivent avoir
par défaut un portefeuille Bitcoin. C'est sûr qu'il y en a qui envoient ça sur d'autres échanges, donc ils utilisent des adresses de réception d'autres échanges, mais par défaut, je pense qu'il y a une grande proportion de notre clientèle qui a vraiment une philosophie de stacker des sats dans un cold storage puis de ne pas y toucher. Donc, ça implique des défis de responsabilisation pour nos clients. Puis justement, d'où est venue l'idée de Bitcoin Support. Comment on voulait fermer la boucle de l'autogarde selon toi? Pourquoi on a décidé de développer Bitcoin Support, même s'il y a déjà des ressources sur Internet disponibles qui peuvent aider les gens, des tutoriels à installer des portefeuilles? Pourquoi nous, on a décidé de lancer le produit en tant que tel? Ben, c'est notre mission. Au bout du compte, notre mission est de mettre le Bitcoin dans la main des gens. Ça veut dire une plateforme qui fait de la livraison immédiate et qui t'aide à créer ta propre configuration, ton propre portefeuille d'autogarde. Donc, c'est le core de notre mission de faire ça. Puis on va le faire, puis on va toujours travailler là-dedans, peu importe ce qui arrive. Donc, ça, c'est la première chose, là. Ensuite, ben, il y a un clair besoin pour nous. Il y a toujours des clients qui nous demandent comment créer un portefeuille. Il y a toujours des clients qui nous demandent comment aussi utiliser d'autres Wasabi pour faire des coins. Il y a aussi des clients qui nous demandent comment utiliser un portefeuille physique. Donc, euh, c'était naturel pour nous de créer ça pour aider nos clients, pour diminuer la friction d'utiliser Bitcoin en, en créant des guides gratuits que les gens plus à l'aise peuvent suivre ou en créant des services qu'on peut offrir à des gens qui sont moins à l'aise, qui ont besoin d'assistance et de support. Donc, Bitcoin Support est fait de cette manière-là. Puis, tu sais, il y a aussi l'aspect que Bitcoin Support est aussi une façon, est une approche marketing pour nous d'une façon aussi. C'est une approche pour nous d'aller proposer à des clients de se joindre à Bitcoin et leur offrir le service de Bitcoin Support, ainsi offrir un package complet de Bitcoin et d'autogarde sécuritaire. Et de vraiment offrir à quelqu'un la possibilité d'avoir une autonomie financière de nous et des autres institutions et des autres individus dans cette société. Donc, Bitcoin Support remplit cette boucle-là. Et à la fois, Bitcoin Support peut être offert internationalement. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés de manière internationale à utiliser les services à Bitcoin, mais ils ne peuvent pas à cause que l'échange est juste au Canada, ben, ils peuvent utiliser Bitcoin Support à partir de n'importe où. Un truc très important à savoir avec Bitcoin Support, non seulement c'est des guides gratuits, non seulement tu peux acheter du support, mais tu peux acheter du support à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très important que tout le monde comprenne ça. Tu peux donner du support à quelqu'un que tu as introduit au Bitcoin, mais que tu n'as pas le temps de lui aider à créer un wallet. Tu peux donner du support à quelqu'un. euh, Par exemple, tu es un chef d'entreprise, puis tu as des employés, puis tu veux qu'ils rentrent dans Bitcoin. Tu peux leur acheter du support aussi. Et chacun de nos packages, nos kits de support inclut un morceau de Bitcoin dedans. Donc, non seulement tu leur donnes l'assistance un à un pour créer un portefeuille, mais tu leur donnes aussi un peu de Bitcoin pour qu'ils commencent leur, euh, leur journey de Bitcoin là, comme ça. Donc, c'est ça, dans le fond, les plusieurs raisons pour lesquelles on a créé Bitcoin Support. Super. Moi, je commence à utiliser le hashtag No Excuses parce que je trouve qu'on a vraiment fermé la boucle, là, puis considérant nos standards élevés de contenu d'éducation, on a fait ça dans le passé. Je pense qu'on a été très méticuleux dans le choix des portefeuilles qu'on a sélectionnés également. Donc, je pense qu'il n'y a plus de raison pourquoi quelqu'un euh, aurait l'excuse de garder ses coins sur un échange. Euh, même quand, tu vois, je partage le site sur les réseaux, je dis au monde, même si vous n'utilisez pas Bull Bitcoin, sortez vos coins des échanges parce que ça va mal finir à un certain point. Nous, justement, c'est plus une vision globale du Bitcoin en même temps. Plus de personnes gardent ça dans leurs mains. Mieux c'est pour le Bitcoin, mieux c'est pour les Bitcoiners en général. Donc, je pense que c'est un excellent produit. Et bon, pour ceux, vous pouvez aller voir le site, là, c'est très clair. On n'essaie pas de cacher l'option gratuite, là. En fait, plus il y a de personnes qui utilisent les guides puis
s'en servent, plus c'est bien aussi. Bon. Là, on peut parler un peu des choix spécifiques, puis comment Bitcoin Sport est construit. Donc, il y a trois types de wallets. Il y a un portefeuille mobile, il y a un portefeuille desktop, puis un portefeuille hardware wallet, un portefeuille physique. Donc, on voulait avoir les trois. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on veut les trois? Et souvent, il y a aussi l'idée préconçue que les portefeuilles mobiles ou desktop sont un peu moins sécuritaires. Nous, on considère que c'est pas vrai dans la très grande majorité des cas. Donc, si tu peux expliquer le choix, avoir ces trois options-là et pourquoi on a sélectionné les portefeuilles spécifiques qu'on a sélectionnés et un peu détruire l'argument de ben, c'est pas sécuritaire, vous ne devriez pas recommander un portefeuille mobile, mettons. Ben oui. Donc, oui, comme tu dis, il y a le choix mobile, il y a le choix desktop, donc ordinateur de bureau ou laptop, et il y a le choix de portefeuille physique. Donc, pour commencer, l'argument sur il y a juste les portefeuilles physiques qui sont bons ou l'argument il y a juste les portefeuilles cold storage qui sont bons, euh, la réalité est que tu peux le voir de plusieurs façons. Mais la façon la plus simple et que personne est capable de dire un contre-argument contre, est que tu es toujours plus sécuritaire avec un portefeuille mobile qu'avec des monnaies dans un échange. Tu comprends? Donc, déjà là, il y a un massif upgrade. Si tu sors tes monnaies de l'échange et tu les envoies à ton portefeuille mobile. Ça, c'est la première chose, tu sais, à considérer. À considérer que si tu parles aux gens et tu leur dis que tu dois aller d'un échange vers un portefeuille physique que tu dois commander, tu dois recevoir chez toi, tu dois payer pour, tu dois faire de l'installation, donc, et ensuite tu dois envoyer tes monnaies là-dessus, ben c'est plusieurs étapes et plusieurs personnes ne vont juste pas le faire et en réalité, on le voit. Les gens ne le font pas. Par contre, si tu fais juste leur dire de commencer avec un portefeuille mobile, ben, c'est juste prendre mon iPhone, installer une application, l'ouvrir, écrire 12 mots, envoyer mes coins là-dessus, tu sais. Donc, c'est beaucoup plus simple, ça n'a pas de coût non plus, tu sais. Fait que tu peux commencer comme ça, hein, et rien n'empêche de commencer comme ça et ensuite te rendre ailleurs. Tu sais. Rien t'empêche de commencer avec Blue Wallet ou avec Wasabi si tu n'as pas de téléphone ou si tu préfères le faire sur ton laptop et ensuite acheter un cold card et migrer tes monnaies par la suite. Tu sais. Rien t'empêche d'y aller de manière transitoire. Donc, ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument est qu'il y a une surestimation sur le nombre de portefeuilles dans un téléphone mobile ou desktop qui se font hack. La réalité est que il n'y a pas, il y a beaucoup plus de coins qui se perdent dans les échanges, qui se perdent dans un portefeuille dans ton cellulaire. Tu sais. Et il y a aussi plusieurs façons de sécuriser ce portefeuille. Tu sais. Tu peux mettre, premièrement, une sécurisation à ton cellulaire, à ton appareil, à l'application. Tu peux aussi mettre une protection à ton seed phrase. C'est pour ça qu'on recommande à tout le monde d'utiliser des passphrases, parce que si jamais ton seed phrase avec tes 12 ou 24 mots se fait compromettre, ben, tu n'as pas perdu tes monnaies. Il y a une sécurité additionnelle dessus. Donc, voilà les raisons pour lesquelles c'est toujours mieux d'aller avec un portefeuille mobile qu'avec un portefeuille, que de laisser tes monnaies sur un échange, même si, oui, on est d'accord, d'un point de vue théorique et d'un point de vue, tu sais, où est-ce que adversarial, le portefeuille physique est meilleur, sans doute. Mais la réalité est que tu dois aller de manière progressive. Et aussi, la réalité est que pas tout le monde est dans une réalité totalement adversariale. Pas tout le monde a besoin d'une sécurité incroyable. Le monde a besoin d'un minimum. Et c'est ça qu'on dit quand on parle de portefeuille mobile et de portefeuille euh, de bureau. Parfait. Donc, si on peut plus plonger dans les détails, pour le mobile wallet, on a sélectionné Blue Wallet. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Pourquoi on a choisi Blue Wallet? C'était quoi nos critères de sélection? Et ainsi de suite. C'est quoi les fonctionnalités qu'on recherchait dans un portefeuille mobile?
Sans doute. Donc, les fonctionnalités qu'on recherchait dans un portefeuille mobile, tout d'abord, c'est open source. Fait que Blue Wallet, c'est open source. Puis en fait, juste faire un pas en arrière. Comment on a comparé les plusieurs portefeuilles? Ben, chez Verify, déjà, ça fait déjà 2 ans, on a construit un tableau de comparaison de tous les portefeuilles qu'il y a dans le Bitcoin. Et on les a gradés selon 50 ou 60 critères. Donc, on a vraiment regardé chaque portefeuille en détail et on a pu prendre des décisions en regardant tous ces détails-là. Blue Wallet, c'est un portefeuille qui est open source. C'est un portefeuille qui est fait par une équipe talentueuse. C'est un portefeuille qui a été validé par la communauté et par des gens qui sont très expérimentés et très techniques. C'est un portefeuille qui a énormément de fonctionnalités. Tu peux utiliser Blue Wallet pour l'utiliser avec le Bitcoin normal, avec différents types d'adresses. Tu peux utiliser ça avec Lightning et tu peux faire des multisig. Maintenant, tu peux l'utiliser avec Coldcard ou d'autres hardware wallets. Tu peux faire du RBF, ce qui est une façon de, si jamais tu fais un frais trop bas, tu peux augmenter ton frais par la suite. Euh, et des dizaines d'autres fonctionnalités. Le Blue Wallet, c'est vraiment une équipe, c'est vraiment faite et développée par une équipe qui rajoute des nouvelles fonctionnalités à chaque jour et qui innove et qui le fait de manière qui est de la bonne façon. Donc, ça, c'est les plusieurs raisons pour lesquelles on a. Puis, en fait, la raison ultime qui se rajoute par-dessus tout ce que j'ai dit et que le fait que Blue Wallet est super facile à utiliser. Blue Wallet est recommandé par Jack Dorsey. Euh, il est super facile d'utiliser, il est super bien construit, il est super bien recommandé, il a plein de fonctionnalités. Ma mère est capable de l'utiliser, même si elle est aucunement technique. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles on a choisi Blue Wallet. Oui, très intuitif. D'ailleurs, moi, ce que j'aime surtout, c'est que tu vois toutes les fonctionnalités que tu as dit. Au début, elles sont cachées. Parce que ça pourrait être intimidant là, de voir tout ce que tu as dit, Adjustep, RBF, Lightning, tout si ça te sauterait dans la face directement. Fait qu'au début, tu commences avec une expérience vraiment simplifiée, puis par la suite, au fur et à mesure que tu avances dans ton cheminement de Bitcoiner, ben, tu peux passer au mode comme plus avancé, puis là, tu te fais présenter toutes les autres fonctionnalités euh, par la suite. Bon, ensuite, on peut parler du desktop package. Donc, Wasabi, qui est également aussi un portefeuille qui te permet d'anonymiser les bitcoins. Si tu pourrais expliquer pourquoi on a choisi ce portefeuille de. Ouais, juste, excuse, ça va couper pendant un instant. Donc, Wasabi, quand même, il faut faire la distinction. D'accord. Il y a Wasabi, le portefeuille, pour garder tes coins et faire des transactions entrantes et sortantes. Et de notre bord, il y a Wasabi, le logiciel pour faire des coin joins, donc pour mixer tes coins. Donc, ça, c'est deux choses. Notre service de portefeuille de bureau, de laptop, c'est juste sur les fonctionnalités de portefeuille de Wasabi. On a un service pour les fonctionnalités de CoinJoin. Ça, c'est à part et on pourra en parler plus tard. Donc, pour le service ou le package ou le choix qu'on nous avons fait pour l'ordinateur desktop de bureau, de laptop, Wasabi, ben, pourquoi on a pris Wasabi? Donc, c'est un peu le même raisonnement. Et c'est aussi de la même façon. On a aussi Wasabi dans notre tableau de portefeuille de bureau. Wasabi, c'est un portefeuille open source construit par une équipe super talentueuse, genre des gens qui ont une très bonne compréhension de la cryptographie, du développement et qui innovent énormément là-dedans. Donc, ce qu'on aime particulièrement de Wasabi, c'est sa protection de la vie privée. Wasabi, par défaut, tu te connectes à travers Tor. Par défaut, ça te demande un passphrase pour protéger ton seed phrase. Donc, c'est des fonctionnalités. L'équipe Wasabi a eu la même réflexion que nous. Comment on met des fonctionnalités de base qui protègent la vie privée des gens, qui protègent la sécurité des gens, et comment on les intègre direct dans l'expérience utilisateur de base.
Donc, ça, c'est des trucs qu'on a vraiment bien aimés avec Wasabi. Puis aussi, on se dit, si l'équipe est tant talentueuse de construire tout le logiciel CoinJoin, qui est le premier de ce genre, où Samurai ressemble, mais Samurai est venu longtemps après, 1 an après. Puis Samurai est basé sur Wasabi. Donc, ça montre que c'est une équipe extrêmement talentueuse. C'est un projet extrêmement bien construit. C'est un portefeuille super sécuritaire. Moi, je l'utilise personnellement pour certaines de mes monnaies. Donc, et c'est disponible dans toutes les plateformes de bureau. C'est disponible. Ça, c'est un autre critère pour Blue. C'est disponible dans iOS et dans Android. Dans Wasabi, c'est la même chose. C'est disponible sur Mac, sur Windows, sur Linux. Donc, ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles nous avons choisi Wasabi. Super. Pour ceux qui ne savent pas, parce que tu as mentionné Tor comme étant un avantage substantiel de Wasabi, si tu pourrais juste expliquer brièvement là, c'est quoi Tor, puis pourquoi, d'un point de vue d'utilisation de Bitcoin, se connecter à travers Tor est plus optimal que se connecter à travers le web normal. Sans doute. Donc, probablement ici, il faut que je parle de ce que c'est un light wallet. OK? Donc, quand je parle de Blue, quand tu installes Blue, quand tu installes Wasabi, comment ça c'est quoi le statut du réseau Bitcoin? Comment le portefeuille sait pour savoir c'est quoi les transactions qui sont associées à ton seed phrase? Comment ça fait pour propager des transactions? Ça se connecte à un serveur Bitcoin, aussi appelé un nœud Bitcoin. Donc, il y a une connexion en Blue ou en Wasabi et un serveur Bitcoin qui est en charge d'observer le blockchain, d'envoyer au client les transactions, de propager les transactions dans le réseau, et ainsi de suite. Donc, quand tu installes Blue et tu n'as pas de VPN, tu as une adresse IP. Disons que tu es connecté à ton Wi-Fi de ta maison. Tu es connecté au routeur de ta maison. Le routeur de ta maison, disons qu'il est enregistré avec Vidéotron. Ça, ton adresse IP, elle peut être convertie dans une adresse géographique. C'est un identifiant que tu as partout sur le web. Chaque fois que tu te connectes à un site web avec ton téléphone mobile connecté à ton Wi-Fi, tu as un identifiant. Et tous les sites web et toutes les applications sont capables de voir ton identifiant. Ils sont capables de savoir ta localisation, ils sont capables de géographique, ils sont capables de savoir que tu es avec Vidéotron. À tout moment, ils pourraient aller voir Vidéotron, ils pourraient demander exactement t'es qui, ton nom, tes informations personnelles. Donc, ça, c'est quand tu te connectes avec Blue, tu envoies cette adresse IP. Oui, évidemment, tu peux utiliser un VPN. Puis un VPN, dans le fond, ce que c'est que ça met entre toi et la destination, entre toi et le serveur, ça met une compagnie. Puis le serveur, ben, il voit juste l'adresse IP de cette compagnie-là, de ce VPN-là, de ce service-là. Tor, c'est comme un genre de service de VPN décentralisé. C'est genre n'importe qui peut rouler des nœuds Tor. Et donc, n'importe qui peut rouler des nœuds Tor et tu te connectes à hasard à un nœud Tor. Par contre, différemment du VPN, c'est que le VPN, à tout moment, il sait qui est le client, il sait que je suis connecté à lui et il sait où est-ce que je veux m'en aller. Right? Fait que si jamais les autorités vont voir le VPN ou un autre tierce partie va voir le VPN peut disclose mon adresse IP parce que je suis connecté directement à lui. Tor, c'est différent. Tor, c'est comme si ce serait plusieurs VPN connectés un après l'autre. Disons 3. Donc, toi, tu es connecté au premier. Le premier sait que tu es connecté au premier. Le premier se connecte au deuxième. Le premier sait qu'il se connecte au deuxième. Le deuxième sait que le premier se connecte à lui. Par contre, le deuxième ne sait pas que toi, tu es connecté au premier. Puis là, il y a un troisième. Le troisième, c'est pas c'est qui le premier, il ne sait pas c'est qui non plus. Il sait c'est quoi la destination. Tu comprends? Donc là, tu te retrouves avec 3 bridges. Tu te retrouves avec 3 ordinateurs, 3 nœuds Tor entre toi et ta destination. Ce qui rend presque impossible le fait de t'identifier à travers le web. Donc, ça, c'est un réseau d'Internet, qui peut être un protocole de réseau d'Internet, que n'importe quelle application ou service peut utiliser. Donc, Wasabi utilise ça pour te connecter entre toi et leur serveur à eux. Comme ça protège ta vie privée. Et c'est ça, en fait, la magie de Tor.
Super, donc c'est vraiment un réseau parallèle de communication qui n'est pas connecté au, aux sources centralisées puis qui ne demandent pas de la confiance. Euh, il y a des personnes qui peuvent associer Tor à des activités criminelles. Est-ce que c'est illégal, Tor, Gustavo? Non, c'est pas illégal du tout. C'est illégal dans quelques pays. Fait qu'il faut quand même faire attention, mais au Canada, c'est pas illégal. Aux États-Unis, c'est pas illégal. Au Mexique non plus, mais il y a définitivement des pays sur la planète comme la Chine où est-ce que c'est illégal. Super, donc des pays déjà autoritaires, mais bon, ça ne veut pas dire que peut-être le Canada ne va pas l'interdire un jour. Juste pour faire un résumé, donc on a parlé du mobile wallet qu'on a sélectionné, qui est Blue Wallet, le desktop wallet, portefeuille de bureau, qui est Wasabi. Donc, évidemment, vous avez tous les guides disponibles gratuitement sur le site de bitcoinsport.com. Mais je tenais quand même à mentionner le prix de chacun des packages pour ceux qui aiment quand même avoir une assistance un à un. Donc, c'est toujours avec des experts très qualifiés chez Beau Bitcoin que vous avez l'appel. Donc, en ce qui concerne le portefeuille mobile, ça inclut le package de consultation, dans le fond, inclut évidemment le portefeuille, c'est gratuit, donc il n'y a pas de frais associés à ça. Et ça inclut un appel de 30 minutes qui vous permet vraiment d'installer le tout d'une manière sécuritaire. Ça coûte 100 dollars américains et ça inclut un voucher, dans le fond, pas un voucher, ça inclut 25 dollars de Bitcoin qui vous est envoyé à la fin de l'installation. En ce qui concerne le portefeuille de bureau Wasabi, ça coûte vraiment pas plus cher, vraiment pas tant cher que ça. C'est 125 dollars américains et ça inclut évidemment le 25 dollars également de Bitcoin. À la place d'être 30 minutes, l'appel dure 45 minutes parce que c'est un peu plus complexe et ça prend un peu plus de temps. Et ça nous mène au troisième package qui est le hardware wallet. Donc, on a choisi le cold card. Ça, le prix est plus élevé, évidemment, parce que ça implique du matériel. Donc, c'est nous qui vous envoyons le cold card. Ça coûte 350 dollars américains. Donc, tous les accessoires nécessaires, que tous les câbles sont inclus dans le prix. Et ça prend 1 heure pour l'installation et ça inclut évidemment aussi le 25 dollars de Bitcoin. Donc, on n'a pas parlé du choix du portefeuille hardware, portefeuille physique. Donc, si tu peux élaborer pourquoi on a choisi le cold card, Gustavo, on a une relation avec CoinKite, qui est le fabricant de cold card depuis très longtemps. On l'a rencontré en personne. C'est un fabricant canadien. Donc, ça allait un peu naturellement qu'on allait choisir, mais si tu peux rentrer un peu dans les technicalités de la chose, ce serait bien. Sans doute. Donc, oui, comme tu l'as dit, ils sont canadiens. Ça, c'est déjà un bon départ. Deuxièmement, ben, le cold card est vraiment il est construit par une équipe extrêmement talentueuse, mais je dirais pas que les autres équipes sont pas talentueuses. Tu sais. Pour nous, le cold card, il est extrêmement prouvé. Il a essayé d'être hacké par toutes les autres équipes. Ils n'ont pas réussi, ou s'ils ont réussi, c'est de manière extrêmement compliquée et des choses qui sont déjà réglées par la suite et des versions précédentes. Donc, tu sais, du niveau testing de sécurité, le cold card est excellent. Ensuite, le cold card est totalement open source. Le code est libre, tu peux l'inspecter, tu peux l'installer toi-même, tu pourrais le construire toi-même. Il y a même un guide en comment faire ça, c'est difficile, mais c'est possible. Par contre, c'est pas comme Trésor qu'à cause qu'il est open source, il sacrifie quelque chose qui s'appelle un secure element. Un secure element, c'est une chip qui est physiquement construite pour être encryptée et garder des secrets. En fait, un secure element, tout le monde connaît ça parce que tout le monde a une carte débit crédit avec une puce et cette puce, c'est un secure element. C'est pour ça que quand tu rentres ton NIP dans une carte de crédit, ça unlock la puce de ta carte de crédit, ça permet une communication avec un serveur externe. Ça permet d'aller prendre des fonds de ton compte de banque. Tu sais. Donc, le cold card et un secure element, contrairement à Trésor, ils sont les deux open source, mais à cause que Trésor n'a pas de secure element, il est hackable et ça ne peut pas être fixé.
Ça, c'est physiquement hackable. Quelqu'un qui a accès physiquement au trésor, le PIN, ça protège aucunement. Il peut extract ton seed, il y a des tutoriels sur comment faire ça en 5 minutes et avec $100 d'équipement. Fait que le cold card n'est pas hackable. Le cold card est quand même open source. Le cold card est extrêmement testé. Et en plus, le cold card a une liste massive de features. Par exemple, le cold card te permet d'utiliser Silox Sort. Par exemple, tu as un seed phrase, tu veux le split en deux ou tu veux le split en trois, tu peux le faire. Silox Sort te permet de faire ça. Le cold card, si tu veux jamais le connecter à un ordi, tu veux communiquer à travers une puce micro SD avec ton ordi parce que tu as peur du câble qui te connecte à un ordi parce qu'il y a un minimum de risque potentiel. Mais tu peux faire ça avec le cold card. Tu peux le connecter au mur. Tu peux le connecter à une batterie. Puis tu peux juste communiquer à travers la puce micro SD. Donc ça, c'est quelque chose qu'aucun autre portefeuille physique te permet de faire. En plus, le cold card te permet de euh, faire plein d'autres trucs, comme par exemple avoir un pin que si, disons, quelqu'un te pointe un gun à la tête, tu rentres un pin différent, ça donne un autre wallet, ça ne donne pas ton vrai wallet. Il y a un login countdown. Ça veut dire que quand tu rentres dans le cold card, tu peux faire en sorte qu'après que tu rentres ton PIN, c'est frozen pendant un jour, 2 jours, une semaine, un mois. Comme ça, si quelqu'un est dans une situation adversariale, quelqu'un veut le voler, ben, ça peut bloquer cet accès. Tu sais. Tu peux faire un mot de SIG avec Cold Card de manière vraiment simple et de manière vraiment sophistiquée. Tu sais. Donc, puis la liste continue. Tu sais. Donc, en résumé, une très bonne équipe, des Canadiens, open source, mais quand même un secure chip, donc d'un niveau de sécurité avancé, extrêmement testé, puis une liste énorme de fonctionnalités. Ah ouais, puis la ultime raison, c'est le seul qui est Bitcoin only. Il n'y a aucune autre monnaie, crypto-monnaie là-dessus. Et pourquoi pour nous c'est important? Parce que, tu sais, les gens qui savent sur les autres crypto-monnaies, qui veulent s'investir là-dedans, et risquer, c'est à eux. C'est pas à nous de leur dire quoi faire. Par contre, quand tu ne sais pas et quand tu te fais dire d'investir dans d'autres crypto-monnaies, là, il y a un problème. Puis, tu sais, nous, on a tant de clientèle qui ne veut pas se compliquer la vie, qui veut juste investir dans le Bitcoin, qui ne veut pas se faire parler de NFT et se faire confondre. Et les autres crypto-monnaies, les autres portefeuilles physiques, c'est ça qu'ils font. Ils te confondent. Ils te font de la publicité pour d'autres crypto-monnaies que tu n'en as pas de besoin et que tu ne connais rien. Coldcard, c'est le seul qui est juste Bitcoin. Je pense aussi que c'est la philosophie de moins tu as de code, moins tu as de possibles vulnérabilités. Donc, plus tu rajoutes de protocoles d'autres cryptos dans un portefeuille physique, ben, plus tu ouvres la porte à des problèmes de sécurité, si je ne me trompe pas. Un peu, pas tant que ça non plus, parce que ça, c'est plus dans les portefeuilles qui sont comme en ligne, tu sais, ou les portefeuilles comme mobile. Pour les portefeuilles physiques, tu sais, tu as un seed phrase qui est attaché à ton portefeuille physique et tu sais, il y a quand même quelque chose qui bloque la communication avec un ordinateur. C'est ça le but principal du portefeuille physique. Donc, il y a quand même une protection qui est comme de base, mais c'est sûr que ça ouvre. S'il n'y a aucun doute, ça ouvre la porte à d'autres vulnérabilités, mais pas autant que dans un portefeuille physique ou dans un portefeuille de bureau. Super. Je pense qu'il y a aussi un aspect important à mentionner de Cold Card, comparativement aux autres portefeuilles. Il n'y a pas d'interface par défaut qui vient avec le portefeuille. Donc, si par exemple, tu achètes un Ledger, ben, naturellement, c'est possible de se connecter sur d'autres interfaces, mais la plupart du monde vont utiliser Ledger Live. Même chose pour Trezor, même chose pour Bitbox. Est-ce que tu peux dire les risques associés à ce genre d'utilisation d'un point de vue confidentialité? D'un point de vue sécurité, quand quelqu'un achète un Ledger, est-ce que quand il se connecte sur Ledger Live, Ledger pourrait avoir des informations, pourrait comme deviner des informations sur leur usager parce que ça se connecte à leur serveur, comparativement à Cold Card où il y a juste le portefeuille physique. Le produit, c'est juste le portefeuille physique, puis c'est toi par la suite, en tant qu'utilisateur de Cold Card, qui décide à quelle interface tu veux te connecter. Nous, on a fait le choix de connecter Cold Card à Wasabi pour plusieurs raisons. Donc, si tu peux élaborer là-dessus, simplement faire la distinction entre
les interfaces qui viennent par défaut et justement le choix de cold card par design, de ne pas avoir d'interface rattachée. Sans doute, sans doute. Donc, tout d'abord, la question de protection à la vie privée. Quand tu te connectes à Ledger Live avec ton Ledger, il y a un identifiant à ton Ledger. C'est ça. C'est sûr que ton Ledger, il est unique et il est différent de toutes les autres Ledgers. Et quand il y a une communication entre ton Ledger unique et Ledger Live, les serveurs de Ledger Live, et ce qui veut dire Ledger Inc., ton identifiant est partagé. Ce identifiant est probablement associé à ton adresse physique dans leur registre. Et non seulement ça, vous savez probablement que toutes les adresses physiques et toutes les commandes de Ledger sont sur le dark web en ce moment. Donc, tout le monde peut voir que tu as acheté un Ledger chez toi. Donc, non seulement il y a ça, mais non seulement il y a les informations d'achat, puis CoinKite a une politique super avancée sur ça, qui font en sorte qu'ils effacent les données des commandes après 30 jours pour ne pas se faire hacker. Donc, ça, c'est d'un point de vue d'une bonne protection de la vie privée, mais ça n'a pas rapport à l'interface. Ce qui a rapport à l'interface, c'est que Ledger Live, à la fois, c'est qui parce que et c'est quoi ton adresse, à la fois, ils savent c'est quoi tes adresses parce que tu es connecté à Ledger Live. Ils savent c'est quoi tes bitcoins, combien de bitcoins que tu as, c'est quoi les adresses que tu contrôles, et ils peuvent lier tout ça ensemble. Je ne suis pas en train de dire qu'ils le font, puis ils sont activement en train de le faire, mais techniquement, ils pourraient le faire. C'est un risque. Donc, ça, c'est la première chose. Bon, je sais que Ledger travaille sur plusieurs choses, comment décentraliser ça, puis aider là-dessus. Puis là, Trésor aussi, tout le monde fait des efforts. Mais ils ont définitivement une interface de base et ils ont commencé d'une autre façon. De l'autre côté, Cold Card, ils n'ont pas des serveurs Cold Card, CoinKite Inc. Donc, même si tu utilises les serveurs, même si tu utilises les serveurs de quelqu'un d'autre, tu n'es pas connecté à ton nœud, comme dans le cas d'Electrum ou de Wasabi, ben au moins, dans le cas d'Electrum, ce n'est pas la même compagnie. Puis dans le cas de Wasabi, au moins, c'est tout fait à travers Tor et c'est tout fait de manière quand même privée, donc par défaut. Donc ça, c'est la distinction du niveau de la protection de la vie privée. Au niveau de la sécurité, je dirais que c'est plutôt la question de pourquoi créer une nouvelle interface quand d'autres existent et elles sont déjà testées, elles sont travaillées par d'autres équipes, et elles sont déjà utilisées par des utilisateurs autres que celui du portefeuille physique. Donc, dans le cas à Electrum, à Spectre, à Sparrow et à Wasabi, celui qu'on a choisi, ben, c'est des portefeuilles qui sont testés, qui sont construits par d'autres équipes. C'est aussi c'est la séparation des responsabilités qui est intéressante, de donner différentes responsabilités à différentes équipes. Donc, c'est ça. Donc, Wasabi, pourquoi on a choisi? C'est parce que pour toutes les raisons que j'ai dit, pourquoi on a choisi Wasabi. Et ça fait une super bonne intégration avec Cold Card. Donc, tu commences avec ton Cold Card, tu n'as pas besoin de nœud, mais tu as quand même une grosse protection à ta vie privée, vu que tu utilises Wasabi et Wasabi a tort par défaut. Aussi, ben, si tu veux CoinJoin, ben, tu peux direct le faire dans la même interface. Tu peux envoyer tes coins par CoinJoin puis les renvoyer back dans ton Cold Card. Donc, ça, c'est intéressant pour beaucoup de monde aussi. Merci. Donc, oui, effectivement, je pense que la combinaison là, de Cold Card et Wasabi, c'est vraiment l'ultime façon de garder ses bitcoins. Donc là, on a parlé de nos trois packages, mobile, desktop, hardware wallet, mais on a un package aussi supplémentaire qui est vraiment concentré sur la confidentialité. Toi, tu dis la vie privée, c'est un peu... c'est des termes différents, mais on parle de la même chose. Donc, on a aussi un package qui se concentre uniquement sur la fonctionnalité de CoinJoin dans Wasabi. Donc, si tu pourrais expliquer c'est quoi CoinJoin simplement parce qu'évidemment, ça implique énormément de cryptographie compliquée qui dépasse ma compréhension et la compréhension de beaucoup de personnes. Mais bon, ça a été utilisé pendant des années par beaucoup de Bitcoiners. D'ailleurs, je m'appelle, on a fait une recherche dans le passé pour savoir combien de
de Bitcoin passait par le logiciel de CoinJoin de Wasabi. Et c'est vraiment dans les dizaines de milliers de Bitcoin par mois. Puis ça, c'était il y a une année. Fait que je ne peux même pas imaginer à quel point ça doit être beaucoup aujourd'hui. Donc, si tu peux parler de Wasabi, pourquoi de Wasabi et de CoinJoin et de ce Oui, package-là en particulier, c'est pour qui? parfait. Donc, au niveau du package CoinJoin, qui est différent du package Wasabi, qui est le côté portefeuille, en fait, c'est pas juste le package CoinJoin, c'est le package Privacy et CoinJoin. Donc, euh, euh, donc, le package CoinJoin, Privacy, ça commence avec Coin Control. Coin Control, c'est la première partie quand tu veux, de la protection à ta vie privée, de la confidentialité dans Bitcoin. C'est quoi? Coin Control, c'est le fait d'identifier chacun des UTXOs, des monnaies que tu as, de mettre des labels et de les ségréguer. Par exemple, tu n'en mets pas, si tu en reçois une un jour et une autre un autre jour, puis là, tu dois payer quelqu'un. Tu ne payes pas les deux à la même adresse, parce que là, c'est évident que les deux t'appartenaient. Fait que là, tu envoies une à une adresse, tu envoies une autre à une autre adresse. Tu ne mêles pas tes coins. Fait que ça, c'est la première leçon de Coin Control. Tu ne mêles pas tes coins entre elles. Tu les labels pour les distinguer, pour avoir une bonne gestion de tes coins. Si tu ne fais pas ça, rien d'autre que tu vas faire va être important. C'est la seule chose qui est importante. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape par rapport à ça, c'est la partie CoinJoin. Puis la partie CoinJoin du package privacy, ben, ce que c'est que le CoinJoin, c'est un terme pour dire on met toutes nos monnaies dans un ensemble, on les mélange, puis ensuite chacun en pogne une. Puis chacun s'en va de son bord avec une monnaie différente de celle qui a commencé. C'est ça un CoinJoin. C'est vraiment le fait de mêler plusieurs personnes et plusieurs monnaies et de les mélanger et de chacun partir avec une différente qui l'a commencé. Qu'est-ce que tu veux dire par monnaie, excuse-moi? Parce que Un peut-être ça peut UTXO. confondre les gens. Ouais. Un UTXO, une monnaie, un coin, un piece de Bitcoin, un montant de Bitcoin, c'est toute la même chose. C'est un morceau de Bitcoin. Le Bitcoin, il n'est pas, par exemple, si tu reçois 4 transactions dans ton adresse, là, tu n'as pas, puis disons que chaque transaction, c'est 0,2 Bitcoin. Tu n'as pas 0,8 Bitcoin. Ton total, c'est 0,8, mais tu as 4,2. Tu as quand même 4 monnaies UTXO, morceaux différents de Bitcoin, et chacun vaut 0,2. Donc, quand on parle de monnaie ou de coin ou de UTXO, on parle de l'unité, pas de 1 Bitcoin, on parle de comme la monnaie séparée, le morceau séparé de Bitcoin. Et le Bitcoin fonctionne de cette façon-là. Donc, c'est un peu comme le CoinJoin, c'est un peu comme si tout le monde écrivait son nom dans un chapeau, dans un piece de papier, puis on mettait tout ça dans un chapeau, puis on mélangeait ça ensemble, puis ensuite on pigeait. C'est ça un CoinJoin, c'est un mélange de plusieurs morceaux qui ont de l'air identiques. Mais en fait, ils ne sont pas toujours. Dans le cas Wasabi, toutes les monnaies sont de la même quantité. Puis ça va changer avec Wasabi 2, puis je ne veux pas parler plus de Wasabi 2 que on pourra éventuellement parler de Wasabi 2, mais dans Wasabi 1, tout le monde envoie, par exemple, 0,1 Bitcoin. Puis là, disons qu'on est 100 personnes à envoyer 0,1 Bitcoin de 100 adresses différentes. Là, on va tous pogner une adresse de plus différente qui nous appartient et on va tous recevoir 0,1 Bitcoin dans une adresse différente. C'est comme si on est tous. Ça, c'est un autre exemple que j'aime bien. C'est comme dans un film de mafioso qui s'appelle Casino, où est-ce que Nicky, c'est comme le vilain, il est tellement recherché par le FBI que des hélicoptères le suivent euh, partout dans la ville, peu importe où est-ce qu'il va. Puis là, il prend sa voiture, puis il va dans des. Pour se cacher d'eux, ce qu'il fait, c'est il prend sa voiture, puis il va dans des stationnements souterrains. Puis il change de voiture dans le stationnement souterrain qui ne peut pas être perçu par l'hélicoptère. Et il fait ça 3, 4 fois. Il change de voiture tellement souvent dans des stationnements souterrains que les hélicoptères ne sont pas capables de le percevoir. Donc, le CoinJoin, c'est un peu similaire, dans le sens que tu es en train de changer de voiture, mais
Puis fait que tu es en train de changer de monnaie spécifique de Bitcoin, mais tu sors avec le même résultat et quelqu'un qui est en train d'essayer d'espionner ou de comprendre ce qui se passe n'est pas capable de le suivre. Donc, Wasabi, c'est environ 50 à 100 utilisateurs qui lancent leur monnaie, qui se coordinent tous ensemble et qui partent chacun de leur bord dans des différentes adresses, toutes à travers Tor. Ça utilise aussi une technologie de blind signatures, ce qui rend la communication avec le coordinateur central, celui qui est en charge de le serveur. Ta connexion avec lui est anonyme. Lui, il n'est pas capable de savoir qui était la même personne qui est sortie puis rentrée. L'adresse qui est rentrée puis qui est sortie, c'est la même personne. Il n'est pas capable d'identifier quoi que ce soit. Donc, ça a un frais. Le frais est environ 0,3% des coins, ce qui veut dire que si tu envoies 100 $, ça coûte 30 sous habituellement, mais c'est variable. Super. Donc, le package, dans le fond, d'Anonyma vous apprend à comment utiliser ça. D'ailleurs, j'aime bien ton analogie de voiture. C'est la première fois que j'entends ça. Peut-être qu'il faudrait élaborer là-dessus pour faire comprendre les gens. Puis aussi, je voudrais rappeler par défaut que bon, nous, chez Bull Bitcoin, on anonymise vos coins quand ils sortent, quand ils rentrent, par défaut, par CoinJoin. Donc, on n'a plus trop beaucoup de temps. Donc, juste finaliser un peu. C'est quoi le futur de Bitcoin Support? Donc, juste pour résumer, vous avez tous les guides disponibles gratuitement qui sont aussi open source. Donc, s'il y a des choses qui changent au fur et à mesure que les portefeuilles se développent, on va évidemment réitérer les guides. Puis, vous avez aussi l'option de proposer vous-même des changements si vous voyez des erreurs. Donc, tout ça va évoluer. Évidemment, si vous voulez quand même avoir quelqu'un qui vous accompagne dans le processus, vous avez l'option d'acheter un package de consultation qui vient avec un appel avec un expert qui est dédié uniquement à vous. Mais c'est quoi le futur de Bitcoin Support? Évidemment, on utilise ça comme un outil pour nos clients existants pour être certains qu'ils gardent leur coin de la bonne façon, d'une manière souveraine. Mais là, il y a le Remnet Package qui va bientôt se faire annoncer. Évidemment, pour la communauté francophone, on est en train de tout de traduire en français, éventuellement peut-être en d'autres langues, on verra. Donc, tout ça, ça s'en vient en français, inquiétez-vous pas. Mais si tu peux parler du futur de Bitcoin Support pour finir et un peu du Remnant Package et c'est quoi qu'on veut faire dans le fond avec ça, c'est quoi la vision long terme? Sans doute. Fait que pour commencer avec le Remnant Package, pour ceux qui ne savent pas, Remnant, c'est un terme qui se retrouve dans la Bible et qui se retrouve à plusieurs autres endroits dans la littérature depuis des milliers d'années et qui a été un peu repris dans les temps contemporains par des personnes influentes dans Bitcoin et dans d'autres groupes alternatifs. Le remnant, c'est le restant, en fait. C'est ça la traduction la plus précise. Le restant, dans le sens que c'est la dernière personne qui reste. C'est le outcast, mais qui est comme. C'est un peu le sauveur, c'est un peu la personne qui est distincte de la masse, qui va qui marche au contre-courant, euh, mais qui critique à la mission de l'humanité. Il y a un aspect plus tu sais, euh, mythologique sur la question du remnant, comme il y a un aspect philosophique ou juste culturel. Nous, on l'aime juste bien l'utiliser pour décrire les gens qui pensent différemment, qui font les choses de manière différente, qui ne sont pas en train de suivre les masses, mais qui ne sont pas en train de suivre ce qu'on appelle le sludge, donc les parasites du système, les gens qui sont les politiciens, les gens qui sont au pouvoir. Le remnant, il est à part. Il se fait pas il ne suit pas la masse et il ne se fait pas contrôler par les autorités, par le sludge. Donc, le remnant package, c'est pour dire quelqu'un qui est totalement en contrôle de sa propriété Bitcoin. Donc, c'est vraiment le cold card, mais avec toutes les fonctionnalités avancées, celles que j'ai nommées. Siroxor, pas connecté à l'ordinateur,
aussi avec CoinJoin Tutorial. On te montre aussi comment utiliser Wasabi, Coldcard, tout le kit. Donc, c'est un peu plus cher et aussi, ça vient avec des plaques de métal pour écrire tes seed phrases puis tout. On va pas le faire tu vas pas le faire sur une feuille de papier au cas où il y a des incendies ou des risques, d'autres types de risques. Tu vas le faire sur des plaques de métal. Le Remnant Package est vraiment fait pour ceux qui veulent aller hardcore au bout et qui veulent prendre le moins de risques possible. Pour ce qui est du futur de Bitcoin Support, pour en finir avec cette conversation, le futur de Bitcoin Support, oui, comme tu as dit, on va le traduire en français, mais c'est énormément notre focus des prochains mois en Bitcoin Support, c'est de construire énormément de contenu et de l'afficher de manière gratuite sur le site. On veut mettre des ressources qui vont être très utiles à nos utilisateurs et à la communauté et à l'ensemble de la communauté Bitcoin, que ce soit comment utiliser Lightning, que ce soit comment utiliser Liquid et comment juste utiliser le Bitcoin de manière pratique et de comprendre le Bitcoin pour avoir une meilleure situation personnelle par rapport au Bitcoin et par rapport aux finances et par rapport au monde et tout ce qui s'en vient et tout ce qui se passe dans ce monde. Tu sais. Donc, définitivement, un gros focus sur le contenu gratuit, éducatif mais aussi des nouveaux services additionnels. Je ne vais pas en dire plus là-dessus, mais on cherche d'autres façons comment euh, aider les gens, puis aussi on cherche des façons comment atteindre les gens. Donc, probablement des projets marketing pour de la meilleure distribution, pour inciter les gens à s'inscrire, à acheter des packages pour eux et pour leurs amis ou pour leur famille, pour arriver à notre mission, qui est de créer un monde où ce que, euh, tout le monde a un portefeuille AutoGuard ou le plus de monde possible en ont un. Et le monde sont en contrôle de leur Bitcoin et ils ne sont pas en train de déléguer cette responsabilité à un tierce parti qui finit souvent par les décevoir. Moi, je le vois comme avec l'avènement de la chute de l'empire Fiat, c'est un accélérateur de pilules oranges industrialisées. Donc, notre but, c'est de créer une armée de holders souverains qui savent ce qu'ils font, puis qui sont contents à être des individus souverains. Donc, Exactement. merci. Quelqu'un l'avait nommé Orange Pill as a Service. Orange Pill as a Service, exactement. Donc, pour vous, pour vos amis, pour vos collègues, si vous êtes tanné d'expliquer euh, comment on installe un portefeuille Bitcoin, aussi, des fois, ça aide à avoir un médium un peu plus. Tu essaies de convaincre ton oncle, mais il est un peu sceptique, ben, tu lui achètes un package. Le fait qu'il y ait un professionnel qui l'aide et c'est pas quelqu'un de proche, ça peut aider à faire comprendre les choses. Donc, merci, Gustavo. Pour le podcast. Je pense que ça éclaire beaucoup de gens. On est rentré un peu dans les technicalités. Donc, je pense que c'était un bon épisode. Puis, évidemment, on va en faire d'autres au fur et à mesure que Bitcoin Support va évoluer. Et Bull Bitcoin également, aussi, parce qu'on a beaucoup de projets qui s'en viennent, beaucoup de fonctionnalités à développer. Donc, un petit mot de la fin, Gustavo, pour terminer. Ben, juste merci à toi, Machek, pour m'inviter au podcast. Merci à tout le monde qui nous écoute. Et suivez-moi sur Twitter à Gustavo GFE, JFE. Envoyez-moi des questions. Vous pouvez aussi m'écrire à mon courriel gustavo@satoshi.com. Et puis, on se revoit la prochaine fois.